Bonjour, merci de nous renouveler votre confiance et considération à la télé du 21e siècle. Bienvenue dans l'émission Starcom. Vous le savez, c'est ici et nulle part ailleurs, l'émission de décryptage et d'analyse sur des sujets de l'actualité nationale qui vous permet, vous téléspectateurs, de prendre position en toute responsabilité. Et pourquoi pas, Starcom, c'est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité nationale. Comme invité dans cette émission Starcom d'aujourd'hui, Dr Sékou Gouressi Condé, il est le président du parti ARENA, Alliance pour le Renouveau National, mais également directeur exécutif du cabinet African Credit Group. Avec lui, nous passerons en revue la situation sociopolitique de la Guinée qui brille par notamment la publication de l'avant-projet de la nouvelle constitution prônée par le pouvoir d'Alpha Condé. Il sera également question au menu de cette émission la crise politique guinéenne avec l'annonce du retrait de l'opposition plurielle du processus électoral en vue de la tenue des élections législatives annoncées pour le 16 février 2020, en passant par la crise dans laquelle brille également la Commission électorale nationale indépendance, avec le retrait également là de cette commissaire de cette institution en charge des élections en Guinée. Alors, Monsieur Condé, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission pour cette grande première. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Et nous comptons sur vous, les médias, pour nous aider à sortir de ces multitudes de crises. Également, c'est tout ce qu'on espère dans cette émission avec votre voix et vos analyses. On va commencer l'émission Starcom par cette première question d'entrée. Il faut dire que la Guinée, depuis quelques mois, fait face à une sorte de crise sociopolitique. Alors, vous, en tant que président de l'ARENA, mais également président exécutif du cabinet Credit Group, quel est votre regard sur la situation sociopolitique de la Guinée ? Oui, nous sommes tous concernés, c'est le moins que l'on puisse dire. La société guinéenne dans son ensemble est aujourd'hui prise en otage, entre beaucoup de guillemets, par ce qu'on peut appeler les crises politiques à répétition. Les crises politiques à répétition, parce que depuis plusieurs années, il y a un cycle de crise qui revient toujours, d'un sujet à l'autre, d'un moment à l'autre, et tout se passe comme si nous sommes carrément installés dans la conflictualité. Et ce qui est embarrassant, c'est que cela a un impact sur le cours normal de la vie de notre société. Les jeunes qui sont majoritaires dans notre société sont désorientés, sont désœuvrés, ne sont pas encadrés, n'ont pas de repères. L'administration souffre de l'impact des crises politiques à répétition. Et d'une manière générale, le gouvernement n'arrive pas à travailler convenablement. Les partis politiques de l'opposition ou de la mouvance n'arrivent pas à proposer de projets de société de nature à nous indiquer quelle est l'orientation et quelle est la vision, quel est le futur. Donc, globalement, ça ne va pas très bien et il faut le dire courageusement, mais ceci étant, il faut espérer, il faut travailler, il faut œuvrer dans le sens de la décrispation, de la construction du dialogue, de la restauration de la confiance.
Et c'est ce qu'on va appeler la réponse guinéenne face à la crise guinéenne. Alors, il faut dire quand même, pour quelqu'un qui connaît un peu le passé de la Guinée en termes de sacrifices, on le sait quand même, après le massacre du 28 septembre, le peuple de Guinée a consenti beaucoup de sacrifices qui nous a conduits notamment à l'émergence d'une démocratie qui est en gestation. Est-ce qu'au regard de la situation actuelle, on pouvait s'y attendre de votre regard d'observateur, surtout qui participe notamment dans la gestion des crises sur le continent? Est-ce que la Guinée, après 2010, on pouvait imaginer un tel avenir pour le pays? Oui, ça dépend de, encore une fois, du regard qu'on porte sur les crises. Les crises en Guinée, les crises politiques, et notamment sous la forme de violence, n'ont pas commencé par le 28 septembre. Nous avons l'histoire de la Première République avec le Kambouaro. Nous avons l'histoire de la Deuxième République avec le 4 juillet. Et nous avons la transition, justement, avec le 28 septembre, qui n'est qu'une autre étape des manifestations de violence inouïe que nous avons connues dans notre société. Ceci dit, face à la prise du pouvoir par les militaires, les Guinéens et Guinéennes, partis politiques, sociétés civiles, syndicats, donc les corps intermédiaires, se sont retrouvés au sein d'un organe qu'on a appelé le Forum des Forces Vives. Et c'est ce Forum des Forces Vives qui a travaillé pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Sous l'égide de la CEDEAO, des négociations ont été engagées à Ouaga. Et c'est ce qu'on appelait les accords de Ouaga en janvier-février 2010. Donc, les accords de Ouaga ont abouti à des conclusions, notamment la mise en place du Conseil national de la transition, la mise en place du gouvernement de la transition et la mise en place de la présidence de la transition. Ce sont les trois organes qui devaient donc gérer la transition. Ces organes n'avaient pas mandat à organiser un référendum, je le dis parce que j'étais secrétaire général du Conseil national de la transition, mais nous avions autorité à préparer le retour à l'ordre constitutionnel en organisant des consultations et en élaborant un texte législatif qui devait servir de base d'organisation des élections législatives et présidentielles. Au niveau du CNT, nous avons souhaité que les élections législatives précèdent les élections présidentielles. Premièrement. Secondement, nous avons souhaité que la CENI soit exclusivement technique. Voilà deux points essentiels qui expliquent les crises qui ont suivi. Qui se sont succédées. Donc, premièrement, donc les partis politiques, toutes tendances confondues et sans dissidence, ont souhaité que des élections présidentielles aient lieu avant les élections législatives. Ce qui veut dire qu'on est parti à l'encontre du schéma directeur de des accords de Ouaga. Ou en tout cas, du plan de travail, de l'agenda de travail élaboré par le Conseil national de la transition sous l'égide de Mme Rabiatou Serra Diallo, et à laquelle on ne finira jamais de rendre hommage pour le travail accompli en cette période et de cette manière et dans ces conditions-là. Alors, nous sommes allés donc aux élections présidentielles. Donc, la loi fondamentale, donc, la Constitution, a été finalisée au mois de mai 2010 et le code électoral au mois de septembre 2010. Donc le CNT a bouclé son travail et le nouveau président élu suite aux élections présidentielles organisées sous l'égide du Conseil national de la transition, le nouveau président donc a prêté serment le 21 décembre 2010. Malheureusement, alors c'est là où les crises commencent. Malheureusement, le consensus qui a présidé au travail, à l'organisation de ces élections-là, les ententes et les échanges, les discussions qui ont prévalu dans le processus d'organisation, ou d'abord d'élaboration de cette constitution de 2010, et l'organisation des élections présidentielles, premier tour et deuxième tour, n'ont pas eu d'effet sur la suite des événements.
Après l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle. Donc, les deux candidats au deuxième tour ne sont plus devenus de très bons copains. C'est une manière de dire, une manière de simplifier, et c'est plus compliqué que ça. C'est plus sérieux même que ça. Et ça, je le regrette. Moi, je considère que, tous étant Guinéens, nous avons l'obligation morale de montrer aux Guinéens et Guinéennes qu'il n'y a pas de démocratie duale. Il n'y a pas une démocratie pour une ethnie contre une ethnie. Il n'y a pas une démocratie pour une corporation contre une autre corporation. Il n'y a pas une démocratie pour une religion contre une autre religion. Donc, je suis convaincu que les cadres de ce pays savent que la démocratie a cet objet, oui, cet objet d'abord, d'amener les citoyens et citoyennes à croire à l'unité, à croire aux textes fondamentaux, à croire aux représentants de notre pays et à envisager une démocratie participative basée sur les vertus du dialogue, sur les expériences, sur les témoignages et la solidarité et une justice efficace, neutre et impartiale. C'est le sentiment que nous avons eu suite à ces élections. Le sentiment que nous avons eu est que les deux candidats sortis de ces élections n'ont plus eu l'occasion de prouver aux Guinéens que la classe politique peut s'entendre. Qu'ils œuvraient tous pour le meilleur de ce peuple. Exactement. Que la classe politique peut s'entendre et donner le meilleur exemple de convivialité, d'échange, de compréhension mutuelle aux populations guinéennes. Alors, sur cette rupture, parce qu'il faut le dire quand même que le chemin parcouru par le peuple de Guinée en termes de processus depuis notamment la transition, vous le rappelez tout à l'heure, il y avait une sorte de direction qui était donnée et qui était suivie, mais qui a été interrompue après l'élection présidentielle. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé tout cela? Est-ce que c'est le fait que le CNT, qui avait pour légitimité de conduire le processus dans le sens normal, avait cessé d'être notamment responsable des choses, ou bien c'est parce que tout simplement c'est la vie politique de la nation qui a changé avec notamment les élections présidentielles? Je pense que tous les deux, d'abord le CNT qui avait pour mission de gérer la transition jusqu'à l'élection du nouveau président de la République, a dû continuer hors mandat. Donc, le mandat du Conseil national de la transition a été donc prorogé. Qu'à cela ne tienne, il fallait organiser les élections législatives. Donc, en l'absence de nouveaux députés, on ne pouvait pas vider les chaises au niveau de l'institution représentative du législateur, qui représente le législateur, enfin les députés. C'est le traitement de l'adversité qui pose problème. En Guinée, tout se passe comme si les compétiteurs politiques étaient des ennemis politiques. Et ça, c'est regrettable. Étaient au service d'une communauté ou d'une région. Et malheureusement, avec une sorte d'exacerbation, c'est-à-dire une sorte d'approfondissement de cette rupture, de cette crise de confiance, l'offre politique en Guinée, donc ce qu'on offre aux citoyens, a un contenu plutôt ethnique. L'alignement politique des citoyens est majoritairement ethnique. Donc le jugement politique devient ethnique. Pour un pays naturellement composé de 4 régions, cela nous plonge dans la conflictualité. Donc cela porte des germes de conflit. Et la classe politique semble ignorer, ou faisant semblant d'ignorer le danger et la menace que cela représente. Moi, je pense qu'un pays comme nous, doté de toutes les richesses possibles, avec 12 millions d'habitants, nous aurions pu réussir un schéma de gouvernance, un schéma de démocratie participative qui exclut l'ethnocentrisme, qui exclut le favoritisme, qui encourage les performances et qui montre aux Guinéens et Guinéennes que c'est la justice, c'est la loi, le respect de la loi par tous qui est, ma foi, le principal levier. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nous nous cherchons, on se cherche. Et malheureusement, les positionnements sont tels aujourd'hui que, avec le repli identitaire, le repli ethnique,
et la radicalisation du discours politique, un parti comme l'Alliance pour le Renouveau National, l'ARENA, que j'ai l'honneur de diriger, de présider, s'est donné pour mission, pour vocation et pour profil d'appeler à la discussion. Ouais. Si vous permettez, docteur, on va aller à la pause. Il faut dire que dans cette seconde partie de l'émission Starcom, on va consacrer essentiellement notre regard sur l'avant-projet de la nouvelle constitution et également la lecture qu'on peut faire des grandes réformes annoncées vis-à-vis notamment tout ce qui a été promis par le pouvoir d'Alpha Condé. Et après, nous parlerons des élections législatives avec notamment la crise qui mine désormais l'institution électorale en charge des élections en Guinée. On marque un coup de pause et on revient juste après. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Merci pour votre constance et confiance renouvelée à cette télé Star 21 TV. Nous sommes à présent à la deuxième partie de votre émission Starcom qui est consacrée essentiellement à la crise sociopolitique que traverse la Guinée depuis quelques mois. Alors, docteur, on va revenir notamment dans l'actualité après cette première analyse notamment de ce qu'on pouvait dire comme prémisse de cette crise qu'on a eu à faire ensemble. On a survolé de la transition jusqu'aux jours des élections. On revient désormais dans l'actualité nationale. Il faut dire que dans une adresse à la nation tenue la semaine dernière, le président de la République annonce l'avant-projet de la nouvelle constitution dont son pouvoir en fait la promotion. Il y a eu des débats qui se sont portés sur l'opportunité ou pas de nouvelle constitution. Apparemment, on a dépassé ce stade-là parce qu'il y a le projet qui est disponible désormais et qui est à l'étape de la vulgarisation. D'abord, vous, de votre regard, quelle analyse faites-vous d'abord du contenu? Parce que vous avez la chance d'être ce Guinéen, vous avez le privilège d'appartenir notamment au Conseil national de la transition qui a œuvré pour la Constitution 2010 et on parle d'un avant-projet. Quel est votre regard sur le contenu en termes de nouveautés ou de réformes annoncées par rapport à cette nouvelle Constitution prônée par le pouvoir d'Alpha Condé? Très bien, M. Barry. Moi, je pense que, oui, avoir le privilège d'avoir contribué à la rédaction, ou d'avoir participé, ou suivi, ou organisé, voilà, c'est le mot, organiser la rédaction de la Constitution. L'un des acteurs clés. De la rédaction de la Constitution de 2010 me permet, oui, aujourd'hui, de dire deux choses. Premièrement, le Conseil national de la transition était un organe transitoire qui n'a pas mandat d'organiser un référendum. Un référendum. Donc, la Constitution qui en découle est une Constitution de transition. Ouais. Mais qu'on ne nous reproche pas n'avoir pas organisé un référendum, nous n'avions pas ce mandat-là. Il faut que ceci soit absolument clair. Lorsque la question de la préparation ou de la possibilité de préparation d'une nouvelle constitution, de rédaction, la possibilité de rédaction ou de présentation d'une nouvelle constitution s'est posée, l'Alliance pour le Renouveau National, en tout cas moi, Korissi Condé, j'ai appelé le président de la République à clarifier sa position. Très tôt, j'ai dit il serait important que la position présidentielle soit connue pour nous permettre d'engager le débat, la réflexion, sereinement et clairement. La première démarche, demandée par l'ARENA. La deuxième démarche, nous avons lu et relu la Constitution de 2010. L'article 2, l'article 152, et puis les intangibilités, commençant par l'article 27, qui donne le mandat présidentiel, qui fixe le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois, donc 10 ans. Et en aucun cas, cette disposition ne saurait faire l'objet d'une révision ou d'une modification. Et ceci dit, compte tenu de l'atmosphère politique, j'ai dit deux choses. Premièrement, je ne me prononcerai qu'à la lecture de l'avant-projet ou du projet en question. Je ne veux pas rentrer dans la précipitation,
je préfère que intellectuellement, politiquement et moralement, je sois situé par rapport à la volonté politique du camp présidentiel et du président de la République lui-même, premièrement. Deuxièmement, à l'analyse, j'ai dit à mes collègues, en tant que parti politique, j'ai dit, si le président de la République a l'intention de contourner la Constitution de 2010, il n'y a qu'une seule voie. La voie qui s'offre à lui, c'est de nous présenter une nouvelle Constitution. Ce qui est déjà fait maintenant. À l'époque, c'était pas... non, mais absolument loin d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de prémices, une sorte de tollé autour de ça. Oui. J'ai dit, mais faisons attention. Il est le président de la République, il a l'effectivité des pouvoirs d'État, il détient une partie de la souveraineté en question. C'est pourquoi le suffrage universel, attention, c'est un homme face au peuple. C'est un président de la République qui est élu face au peuple. C'est un parti politique qui présente, mais c'est un citoyen qui se présente, ou une citoyenne qui se présente face au peuple. Alors, je me suis dit, et si le président de la République contournait la Constitution de 2010 et proposait une nouvelle Constitution, qu'est-ce qu'on fait? Ce discours, cette possibilité avait été évacuée. Les autres ont dit, mais ce n'est même pas possible. Il faut même l'empêcher d'en parler. J'ai dit, alors, moi je propose une chose. On se met d'accord, on va vers lui, on lui propose des garanties pour le rassurer qu'il peut partir tranquillement et que l'œuvre qu'il a engagée va continuer. Sa personne reste une haute autorité morale au service du avec pays. Un statut d'ancien président. Avec un statut renforcé. Et les privilèges. Renforcé d'ancien président. Je n'ai pas eu d'écho. Parce que les Guinéens sont convaincus, dans une certaine mesure, en tout cas ceux de l'opposition, sont convaincus que la solution, c'est d'évacuer. Alors, moi je dis, les marches sont recommandées par la Constitution quand elles sont pacifiques. Nous continuerons les marches. On va revenir sur aspect. Voilà. Nous allons, j'en finis. Oui. J'en viens. Nous allons continuer les marches, mais à côté des marches, il faut envisager des discussions. C'est mon point de vue. Maintenant, les choses ont évolué et le président de la République s'est adressé aux populations guinéennes, au peuple guinéen, et il a instruit le ministre de la Justice d'engager des consultations en vue de présenter une nouvelle constitution. C'est ma lecture des choses. Donc, ce que je pressentais venait de se passer. J'ai réagi, je dis, cet avant-projet mérite d'être renforcé. Cet avant-projet ne règle pas tous les problèmes que pose la constitution de 2010. Quels sont ces points sur lesquels vous voudrez qu'il y ait plus de maturité et en termes de renforcement du contenu? Je pense que, d'abord, le président n'a pas dit définitivement et clairement si lui-même il est concerné ou pas. Parce qu'on parle de 5 ans à 6 ans, renouvelable une fois, mais on ne dit pas que c'est le président qui a la possibilité de se représenter. Très bien. Donc ce dilemme, cet inconnu de l'équation existe, et je pense que c'est une question de volonté politique du président de la République de libérer, d'évacuer cette question dans la forme et la manière qui lui sied. Mais ceci dit, moi je souhaite un changement de régime. Je souhaite, en plus du respect de l'alternance, je souhaite un changement de régime. Il faut que les pays africains essaient de donner plus de pouvoir au Parlement et aux institutions. Il faut diminuer le poids du régime présidentiel. Il faut aller vers un régime qui crée l'équilibre des pouvoirs, l'équilibre des institutions. C'est-à-dire, présenter une nouvelle constitution est une chose, mais tenir compte de la soif de notre société, des difficultés qui se posent à notre évolution en termes de développement, en termes de stabilité, en termes de sécurité, et les inclure dans un texte fondamental
Et c'est ce que nous souhaitons. Alors, il y a quand même, parlant de cet avant-projet de constitution, un autre aspect sur lequel je voudrais avoir votre avis, c'est un peu la procédure qui a été suivie par le président de la République, parce qu'on a brandi d'abord les consultations nationales comme étant un processus pour recueillir l'opinion des Guinéens. On a vu que la consultation a été en quelque sorte biaisée parce que le président, avant la publication du rapport, avait déjà appelé à ses militants de se préparer pour le référendum, ce qui a enlevé du contenu aux consultations. Il y a également cette commission qui a participé à l'élaboration de cet avant-projet de la Constitution qui reste méconnu du grand public. On ne sait pas sur quels critères les membres de cette commission ont été nommés, quelle était leur feuille de route, étant donné que c'était l'argument principal de la mouvance présidentielle pour dire que vous qui avez appartenu au CNT, vous n'étiez pas légitime aux yeux du peuple. Est-ce que il n'y a pas une sorte de démarche qui a été biaisée? Parce que si on dit que le CNT n'est pas légitime par rapport au peuple et qu'on parle d'une commission dont on ne connaît pas les membres, quel est votre regard sur la procédure d'élaboration de cet avant-projet? Et d'abord, je dois dire qu'il faut éviter d'aller vite en besogne. La consultation inclusive organisée sous l'égide du Premier ministre, sur l'instruction du Président de la République était une démarche salutaire. J'ai regretté, je le regrette encore, qu'un certain nombre d'acteurs politiques n'aient pas pris soin, n'aient pas pris la responsabilité de s'y rendre. Et je profite de l'occasion pour lancer encore le même appel. Chaque fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer, de nous regarder en face et de discuter des questions d'intérêt national, nous devons le faire. Quitte à constater respectueusement nos divergences, qu'à cela ne tienne, nous trouverons toujours un point d'accord psychologique, matériel ou en tout cas intellectuel. C'est de ça qu'il s'agit. Le président de la République est le président de la République de Guinée. Le Premier ministre est le Premier ministre de Guinée. Le chef de file de l'opposition est le chef de file de l'opposition de la Guinée. Ouais. Et les autres acteurs aussi, nous aussi d'ailleurs. Donc, qu'on nous appelle par la communauté internationale, nous venons tous en groupe et en grand nombre. Mais qu'on s'appelle en tant que Guinéens, prenons soin d'avoir ce courage de franchir le pas. Les vertus du dialogue sont énormes et sont immenses. Et c'est le lieu, c'est comme un hôpital. C'est là où on peut se soigner. Ouais. Et pour se soigner, il faut se dire la vérité. Il faut dire la vérité aux médecins. Donc, le président de la République a annoncé les orientations, les étapes juridiques. Nous attendons la communication du garde des Sceaux pour nous situer par rapport à la démarche officielle qui va présider à l'élaboration de cette constitution. Les grandes lignes qui ont été déposées, qui ont été présentées, ne règlent pas toutes nos attentes, mais force est de reconnaître... C'est un projet qui est soumis à l'avis de l'opinion. Alors, force est de reconnaître... d'être voilà. Force est de reconnaître que c'est un avant-projet soumis à discussion et pour permettre aux uns et aux autres d'apporter leurs critiques, leurs observations, leurs remarques et leurs propositions. Qu'à cela ne tienne. Ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils expriment leur désaccord. Mais qu'on ne boude pas la démarche parce que l'essentiel pour les uns, c'est est-ce que c'est un troisième mandat qui se cache derrière? Ça ne peut être réglé que dans la discussion. Pour dire, nous sommes d'accord sur ça, mais là, nous ne sommes pas d'accord. Il faut que le désaccord soit constaté, il faut que les arguments soient entendus. Moi, j'insiste là-dessus. Personne n'est plus guinéen qu'un autre. Il appartient au président de la République, au chef de l'État, d'utiliser tous les moyens et toutes les voies possibles pour écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et je pense que c'est ça l'essence de la démocratie. Pour le moment, l'avant-projet qui nous est proposé ne résout pas nos attentes. Nous attendons que le garde des Sceaux renforce le contenu et que nous soyons rassurés
que les attentes des uns et des autres seront prises en compte. Alors, on va aller à cette dernière question concernant cet avant-projet, parce qu'il faut dire que l'une des grandes annonces, c'est que le président, désormais, selon ce projet de constitution, a la possibilité de nommer le président de la Cour constitutionnelle, ce qui est pour certains une sorte de boulevard qui serait notamment ouvert au président de la République pour s'éterniser au pouvoir. Quel est votre commentaire là-dessus? Il y a beaucoup de commentaires. Et moi, je pense que c'est trop tôt de s'exprimer là-dessus. Mais ce que nous souhaitons, l'Alliance pour le renouveau national, c'est beaucoup plus que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, nous continuerons à dire que nous souhaitons, enfin, nous souhaiterions, nous aimerions, en tout cas, nous voudrions qu'il y ait une nouvelle constitution qui redonne plus de pouvoir aux institutions et moins de pouvoir au président de la République. Et c'est un travail très africain, parce que 60 ans d'indépendance, 60 ans de sous-développement, il faut aller chercher les causes vraiment dans beaucoup d'endroits. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que c'est également la vision ou le regard porté sur cet avant-projet de la Constitution prôné par le pouvoir d'Alpha Condé, notamment par le docteur Sékou Gouressi Condé. Je rappelle qu'il est président du parti Arena, mais également directeur exécutif du cabinet Crisis Group, qui, il faut le dire, œuvre sur le plan continental en termes de la gestion des crises en Afrique. On va aller à la deuxième pause de cette émission avant de revenir pour parler désormais des questions d'achoppement liées à la politique guinéenne en termes notamment de retrait de l'opposition plurielle du processus électoral et pourquoi pas de la crise dans laquelle brille la Commission électorale nationale indépendante. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Dernière partie de ce numéro de Starcom, il faut le dire que désormais nous nous intéressons à l'aspect politique de l'actualité nationale guinéenne qui reste dominée par la crise liée à l'organisation des élections législatives annoncées pour le 16 février 2020. Mais avant de partir avec notamment notre invité plateau, nous allons revenir sur la position désormais des acteurs politiques guinéens, notamment ceux de l'opposition plurielle qui récusent désormais le président de l'institution en charge des élections en Guinée, mais aussi annonce systématiquement le retrait du processus électoral en vue de la tenue des élections législatives. On suit cet extrait couplé de l'opposition et pourquoi pas de la mouvance présidentielle et on revient sur ce plateau pour débriefer. Partout, le recensement a démarré avec 2, 3, 4 jours de retard. Partout, dans les districts, dans les communautés rurales, les communes rurales et autres, on a envoyé des groupes électrogènes qui, dans 50-60% des cas, ne fonctionnaient pas. On a envoyé des kits qui étaient permanemment en panne. On a envoyé des opérateurs de saisie qui n'étaient pas bien formés. Mais mieux que ça, là où on va avoir 2 opérateurs, une fois il y en a un seul. Et tout ce qui devait être là pour être le matériel pour l'utiliser pour la saisie, à chaque fois, ça a manqué. Ça s'est fait plus ou moins de manière intelligente. Cette fois-ci, ils ont décidé de marcher sous tout. Nous nous sommes dit, il y a un problème. On va saisir encore une fois les autorités. Mais quand vous interpellez la CENI, le président raconte des choses qu'on ne comprend pas. On a pris des dispositions. Mais vous avez pris quelles dispositions? Dans la mesure où rien n'a changé. Mais en plus de ça, on vous dit, nous avons acquis le matériel qui va permettre d'enlever les mineurs. C'est pas vrai. C'est faux. C'est un mensonge. Le matériel n'a jamais été acquis par la CENI. Mais on a des cas encore plus graves. Les premiers résultats qui nous sont tombés,
Quand tu prends Kaloum, avant, au cours des élections de 2018, de 2015, on avait près de 62 000 électeurs. On finit de faire le recensement, il y en a 30 000. À Matam ici, qui est quand même le siège de l'UFR, il y a à peu près 122 000 électeurs, plus ou moins. Quand on a fini le recensement, ce qui est sorti de leur machine, 70 000. Alors, il faut qu'on comprenne bien. Je veux dire que je n'ai pas dit que dans les autres pays africains, les élections sont complètement propres. Mais à une limite qu'on ne peut pas franchir. Nous, au niveau de la mouvance, quand même, nous sommes déjà engagés dans le processus électoral. Vous ne pouvez pas commencer un processus inclusif, comme c'est le cas en Guinée. Ils ont fait tous les séminaires avec la CENI. Ils ont participé au processus électoral jusqu'à la fin de l'enrôlement des électeurs. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va vouloir ne pas participer à une élection. C'est qu'il y a un droit. Mais empêcher aux autres de voter est une infraction. Je crois que celui qui le fait s'expose à la rigueur de la loi conformément aux textes qui régissent le fonctionnement de notre État. C'est pourquoi nous, seule la CENI peut dire on n'est pas capable d'organiser les élections pour telle ou telle raison. La Guinée est sous projecteur. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent et qui évaluent le processus électoral à chaque étape. Pour l'instant, tout porte à croire que le processus avance à bon terme, tout en prenant en compte les recommandations faites par l'ensemble des partenaires techniques. Donc personne ne peut empêcher la tenue d'une élection en Guinée. Si vous ne voulez pas faire d'élection, vous restez à la maison, vous renoncez, vous retirez. Ça se passe partout ailleurs. Mais le président a une volonté ferme. Il a toujours travaillé de manière à ce qu'il y ait des élections participatives en Guinée. C'est ce qui fait qu'on fait beaucoup de concessions. Sinon, dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, si, malgré toute cette volonté exprimée, malgré toutes les garanties qu'on a données, en tout cas à travers la CENI et le gouvernement, l'opposition veut se retirer du processus électoral, c'est son droit, mais elle ne peut pas empêcher la tenue des élections. Regard croisé sur l'actualité sur la crise guinéenne politique, il faut dire quand même que ça devient une sorte de pomme de discorde entre la mouvance présidentielle et l'opposition en ce qui concerne l'organisation des élections législatives. Alors, docteur Condé, vous avez vu quand même qu'il y a assez de débats. L'opposition reproche le processus, notamment de révision des listes électorales, et la mouvance présidentielle est déterminée à aller, coûte que coûte, vaille que vaille, à la tenue ou de respect de la date qui est annoncée pour le 16 février pour la tenue des élections législatives. Quelle est votre position sur cette crise qui aujourd'hui brille par le retrait de l'opposition du processus électoral? Deux choses. Premièrement, c'est avec beaucoup de pincement de cœur que j'entends ces divergences, des déclarations complètement opposées sur une question d'intérêt commun. Le président Sidya Touré, le président de l'UFR, le premier ministre Sidya Touré, est un homme d'expérience, est un citoyen engagé qui porte avec lui beaucoup de mérite, beaucoup de qualité. Je regrette qu'il ne soit pas venu à la consultation. El Hadji Daouda Diallo est un leader politique qui a une dimension internationale incontestable. Je regrette qu'il ne soit pas venu à la consultation. Parce que leur interlocuteur, c'est le Premier ministre et le Président de la République. Si vous ne répondez pas à ce niveau, ce sera des communications à distance, des expressions de volonté, toutes choses qui ne nous permettent pas de chercher la solution guinéenne. Encore une fois, j'en appelle à la raison et j'en appelle aux rencontres et aux discussions pour
se donner des garanties suffisantes et permettre une alternance pacifique et sereine. Le corps à corps, la guérilla urbaine, les invectives, la communication violente ne conduisent qu'à la crise sociale. Alors, est-ce que sur les arguments brandis par l'opposition plurielle, en termes de... Ils dénoncent un peu le processus d'enrôlement des citoyens, ils dénoncent un peu, peut-être selon eux, l'institution, notamment le président de la CENI n'est pas partial. Selon vous, est-ce que ces arguments, au regard de la situation que prévoit en Guinée, peuvent justifier le retrait de l'opposition du processus? Moi je n'ai jamais encouragé un retrait. On peut être là et ne pas répondre. On peut être là et ne pas voter. Démocratiquement, ça a plus d'effet que de laisser les autres voter à ta place. Moi, je pense que le principal problème de la gouvernance électorale en Afrique, ce sont les CENI. Moi, je n'ai jamais été un admirateur des CENI. Sur la question de la CENI, il faut dire quand même que l'institution électorale brille également, elle, dans une crise, parce qu'il y a 7 commissaires de la commission électorale qui ont claqué la porte. On va suivre cet élément de reportage que nous avons réalisé sur cette crise au sein de l'institution en charge des élections. Et on revient pour analyser tout ça et l'impact et les conséquences sur le processus électoral guinéen. Constitué par la décision numéro 250 du président de la CENI en date de 19 décembre 2019, la commission de réception des dossiers et traitement des candidatures poursuit son travail. Ce jeudi, elle a reçu le Parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, le RRD. Selon le vice-président de la commission, le RRD est le 6e parti politique à faire le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives, ce qui semble dérisoire par rapport à l'ossature des formations politiques en Guinée. La prolongation, je ne pourrais pas me prononcer dessus parce qu'après le dépôt, comme dit normalement dans nos chronogrammes, on a un délai de traitement aussi des contentieux. Et nous sommes appelés à diffuser les listes définitives de candidatures le 8 janvier. Le Parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement déplore l'allure que prennent les candidatures. Pour lui, empêcher la tenue des législatives est inacceptable. Une élection ne s'organise pas pour un parti politique, ça s'organise pour le peuple, pour les citoyens. C'est le seul moment pour le peuple de se prononcer sur le projet de société d'un candidat ou d'une gouvernance. Donc, boycotter une élection est un droit. Participer à une élection est un droit. Mais empêcher la tenue d'une élection est un acte de rébellion, je le dis et je réitère. Le RRD n'entend pas ainsi tergiverser. Sa participation aux prochaines législatives est sans équivoque, a encore le président du parti. Donc nous sommes venus déposer. Bien entendu, nous avons payé les 200 millions, conformément à la loi. Nous avons déjà le reçu. Le sigle qu'ils ont demandé, vous le savez, c'est le RRD. Nous avons déjà la photo. Le mandat est là pour celui qui va contrôler les dossiers. Vous avez les 76 noms et leur adresse signée. Vous avez la déclaration de candidature du parti et tout ce qu'ils ont amené, comme indiqué tout de suite. Vous avez les 76 dossiers au compte de la liste nationale, d'où moi-même en personne, je suis le numéro 1. Dans ces installations se trouvent 3 salles aménagées pour les sous-commissions de réception des dossiers. Une salle pour l'équipe permanente, une salle pour la liste nationale et une autre pour l'uninominal. Et on l'a compris que malgré le retrait de l'opposition plurielle, la CENI continue sa dynamique, notamment en ce qui concerne l'organisation des élections législatives qu'elle compte organiser le 16 février 2020. Alors, docteur, on a vu, parce qu'il faut le dire que vous avez toujours dit, la question des CENI en Afrique n'ont jamais résolu les problèmes. Aujourd'hui, avec ce qu'on a comme crise
à l'institution, avec notamment le retrait des commissaires, et même cette institution qui, malgré tout ce qu'on a aujourd'hui comme soubresaut, continue à faire croire que c'est possible, notamment d'aller à la tenue des élections pour le 16 février. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de choses qu'on pouvait s'attendre au regard seulement de la nomenclature ou la façon dont cette CENI a été mise en place? Est-ce que tout ça était prévisible? Je crois que oui. Le débat sur les CENI, ce n'est pas toujours... je regrette que nos discussions politiques, nos discussions juridiques, nos discussions même idéologiques tournent souvent autour des questions de personnes. C'est Kébé, le président de la CENI, qui est mis en cause. Avant Kébé, c'est Bakary Fofana. Avant Bakary Fofana, c'est Luceni. On n'a jamais été d'accord sur les présidents. Oui. Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas le moment de redire notre position, parce que nous avons, Arena, moi-même, avons toujours proposé des solutions alternatives. Et nous avons toujours pris clairement position par rapport aux situations précises, sans nous appuyer sur des considérations de personnes. Tout se passe aujourd'hui comme si constater les divergences, montrer l'opposition, montrer les désaccords était institutionnalisé. Ce sont les désaccords qu'on présente. Ce n'est pas les démarches pour trouver les solutions qu'on présente. On montre celui qui n'est pas d'accord d'un côté, on montre celui qui est d'accord de l'autre côté, mais on ne montre pas les voies et moyens pour trouver intellectuellement, juridiquement, humainement des solutions, et Dieu seul sait que ces solutions existent. Il ne faudrait pas que les malfaiteurs, il ne faudrait pas que les contradicteurs, il ne faudrait pas que ceux qui veulent en découdre, que les extrêmes se touchent. C'est pourquoi il faut considérer et accepter qu'il y a la place pour une troisième force, et c'est cette troisième force que l'Alliance pour le renouveau présente, propose et incarne. La CENI, que ce soit en Guinée ou ailleurs, je viens d'Abidjan, j'ai dit il fallait remplacer la CENI avant de remplacer le franc CFA. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le système de gestion et de régulation sociale que nous avons copié ou photocopié avec l'Occident, et c'est ce qui nous coûte la mauvaise gouvernance, les dictatures, aujourd'hui l'ethnocentrisme, l'injustice, l'insécurité et aujourd'hui les menaces terroristes dans nos différents pays. Il faut que nous soyons capables de se regarder dans les yeux et se dire, écoutez, ce n'est pas la peine de quitter la CENI, ce n'est pas la peine de bouder, venons dire, tant que telles conditions et telles conditions ne sont pas réunies, nous ne pourrons pas participer, mais nous sommes là, vous n'êtes pas plus guinéens que nous. En fait, vous faites la promotion de l'expression du dialogue que l'expression de la révolte en termes de revendication. Alors, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous qui êtes directeur exécutif du cabinet African Crisis Group, qui, il faut le dire, qui a un rapport avec la communauté internationale. Aujourd'hui, on estime que la communauté internationale reste en quelque sorte passive dans la situation sociopolitique du pays. Qu'est-ce que, selon vous, elle devrait être le rôle de la communauté internationale dans une telle situation dans laquelle que la Guinée aujourd'hui se trouve en termes de crise sociopolitique? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette communauté internationale? Mais la communauté internationale est très présente. C'est la communauté nationale qui n'arrive pas à faire preuve de consensus. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas outrepasser la volonté. Exactement. Il faut pas. La communauté internationale est à la recherche et à l'écoute des solutions guinéennes. La communauté internationale respecte nos souverainetés et notre indépendance. Et nous-mêmes, nous revendiquons cela. Oui. Ceux qui parlent aujourd'hui en tant qu'opposants, ceux qui s'expriment aujourd'hui en tant qu'opposants, sont des citoyens courageux et responsables qui méritent d'être écoutés. Ceux qui parlent au nom de la mouvance doivent savoir que mouvance d'aujourd'hui, c'est une opposition prochaine. Opposition d'aujourd'hui, c'est une mouvance prochaine. Et que ce qui restera stable et définitive, c'est la Guinée avant nous, avec nous et même après nous. Oui. Il faut que cette Guinée soit paisible, soit une Guinée de justice et de développement. Nous arrivons à la fin de cette émission. Certainement, on va terminer cette émission par cette dernière partie. Vous avez forcément un message à lancer aux acteurs, au président de la République, pourquoi pas au peuple de Guinée. Vous avez juste 30 secondes pour la fin de cette émission. Vous regardez cette caméra, elle est à vous. Je voudrais encore une fois
rappeler les vertus du dialogue. Je pense que le traitement de l'adversité a coûté à la Guinée les meilleurs moments pour bénéficier de tous les attributs, de toutes les ressources que Dieu nous a données. Je ne désespère pas. Je continue à prêcher le dialogue. Je continue à souhaiter la construction, le retour de la confiance, et j'espère que les Guinéens entendront cet appel. Et vous l'avez compris que c'est par ce message du président du parti Arena Alliance pour le renouveau national que nous clôturons cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire merci, vous qui avez pris votre temps à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Mais avant, je voudrais qu'au nom de toute l'équipe de Starcom vous souhaiter une meilleure fin d'année, et pourquoi pas que l'année 2020 soit une année de prospérité, de santé, pourquoi pas de paix, surtout de démocratie pour notre pays, et que nous tous nous devons travailler pour la beauté des choses, car la Guinée est la seule chose qui nous unit. Restez connectés à la télé du 21e siècle, car le meilleur reste à venir. À bientôt. Thank you.